Quand je suis arrivé au baptême de mon fils m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Papa, tu es jetable. Nous n'avons plus besoin de toi dans nos vies. Tu peux partir maintenant. » J'ai souri calmement et j'ai répondu « D'accord, mon fils, mais n'oublie pas de vérifier ton téléphone dans exactement 10 minutes. » Je suis parti. Et quand il a regardé cet écran, vous savez ce moment où votre cœur s'arrête de battre mais vous restez debout. C'est exactement ce qu'il a ressenti. Parce que ce qu'il a vu sur ce téléphone allait détruire tout ce qu'il croyait savoir sur sa femme, sur sa vie, sur tout. Abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va vous montrer comment une belle fille manipulatrice peut détruire une famille entière et comment un père de 68 ans a réussi à sauver son fils au dernier moment. 2 ans avant ce jour, au baptême, j'étais assis dans une chaise d'hôpital qui grinçait à chaque mouvement. L'odeur de désinfectant brûlait mes narines. Les lumières fluorescentes clignotaient au plafond avec ce bourdonnement électrique qui vous donne mal à la tête après quelques heures. Ma femme Françoise serrait ma main avec une force que je ne savais pas qu'elle possédait encore. 63 ans de vie, 42 ans de mariage, tout résumé dans cette chambre froide et blanche d'hôpital. Le cancer avait été cruel, rapide, sans pitié. 6 mois du diagnostic à la fin. Cancer du pancréas, celui que les médecins appellent le silencieux, parce que quand on le découvre, il est déjà beaucoup trop tard. Françoise avait toujours été une femme discrète, travailleuse, humble. Elle se levait à 5 heures du matin tous les jours pour ouvrir la petite usine de pièces automobiles que nous avions construite ensemble, pierre par pierre, sou par sou. J'étais responsable de l'atelier de production, du contrôle qualité, de la gestion des employés. Nous étions une équipe parfaite, une qui se complétait dans chaque détail. Mais personne ne le savait vraiment. Pour Thomas, pour les voisins, pour tout le monde dans notre quartier, nous étions juste des travailleurs ordinaires, des gens simples qui vivaient modestement. Nous vivions dans une maison simple de 120 Pille-Pückende dans le 15e arrondissement de Paris. Une vieille maison que nous avions achetée il y a 38 ans avec un prêt de 30 ans. Une voiture Peugeot 308 sans option luxueuse. Des vêtements achetés dans les supermarchés sans marque. Des dîners préparés à la maison tous les soirs. Jamais dans des restaurants chers ou à la mode. Françoise m'avait appris cette philosophie dès le début de notre mariage. Michel, l'argent crie fort quand tu veux le montrer et murmure doucement quand tu veux le garder pour les jours difficiles. Et nous l'avons gardé, année après année, décennie après décennie. « Promets-moi une chose », murmura Françoise cette nuit-là, sa dernière nuit. Sa voix était rauque à cause de la morphine qui coulait dans ses veines par une perfusion intraveineuse. « Ne révèle rien sur l'argent immédiatement à Thomas. Notre fils a besoin de mûrir d'abord. Il a besoin d'apprendre la valeur des choses, la valeur du travail, la valeur de la famille. » Je promis, même sans comprendre entièrement ce qu'elle voulait dire à ce moment-là. 3 jours plus tard, j'enterrais ma femme sous une pluie fine de novembre qui semblait pleurer avec moi. Thomas était à mes côtés, tenant un parapluie noir. Il avait 40 ans à l'époque, célibataire, travaillant dans une entreprise de technologie avec un salaire décent de 2800 € par mois. Rien d'exceptionnel, mais suffisant pour vivre. Il habitait dans un appartement loué dans le 11e arrondissement, un petit 2 pièces de 45 mètres carrés. Après le funéraire, je me suis assis avec l'avocat, Maître Dubois, un homme d'environ 50 ans qui connaissait Françoise depuis que nous étions jeunes. « Monsieur Michel, je vais être direct avec vous », commença-t-il en ouvrant une épaisse chemise remplie de documents. « Le patrimoine que votre épouse a laissé est considérable. Considérable serait un euphémisme gigantesque. L'usine qui fonctionnait depuis 35 ans valait 320 000 €. La maison où nous habitions, que Françoise avait payée il y a 20 ans et entièrement rénovée il y a 5 ans, était évaluée à 780 000 € par 3 experts immobiliers différents.
Nous avions un appartement de 2 chambres loué dans le 13e arrondissement qui rapportait 950 € par mois de revenus passifs. Les investissements en assurance vie et compte d'épargne totalisaient 240 000 €. Et il y avait encore une petite maison de campagne en Normandie, héritée des parents de Françoise, évaluée à 180 000 €. Total, 1 520 000 €. Je restais paralysé en regardant ces chiffres écrits noir sur blanc sur les documents officiels. Et il y a plus encore, continua Maître Dubois en poussant une enveloppe scellée dans ma direction. Le testament. Françoise a été très claire dans ses instructions précises. Vous pouvez l'ouvrir maintenant, mais elle m'a demandé de vous transmettre un message verbal avant. Attendez le bon moment pour révéler tout cela à Thomas. Elle connaissait votre fils mieux que quiconque. J'ouvris l'enveloppe avec des mains tremblantes. L'écriture de Françoise était là, ferme et élégante comme toujours, même dans ses derniers jours. « Michel, mon amour éternel, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Je laisse tout entre tes mains sages, parce que je te fais confiance, comme je n'ai jamais fait confiance à personne d'autre. Thomas recevra sa part quand il sera prêt, pas quand il atteindra un certain âge, pas quand il se mariera, mais seulement quand il démontrera une maturité suffisante pour valoriser ce que nous avons construit avec tant de sacrifices pendant toutes ces années. Tu sauras reconnaître quand ce moment arrivera. Jusqu'à ce jour-là, protège notre patrimoine et protège-toi aussi. Tout le monde qui dit aimer quelqu'un ne l'aime pas vraiment. Ta Françoise éternelle. » Je pliai la lettre soigneusement et la mis au fond de ma sacoche en cuir. Je décidai de ne rien dire à Thomas. Pas encore. Pas maintenant. Je continuais à vivre dans la même maison, avec la même voiture, dans la même routine simple. L'usine resta sous la gestion d'un directeur de confiance que Françoise avait formé pendant des années, un homme loyal nommé Philippe. Les profits entrèrent sur mon compte bancaire tous les mois, environ 4 800 € net, après tous les impôts et charges, mais je gardais tout discret, tout invisible. Je dépensais peu, investis le reste dans des placements sûrs conseillés par Maître Dubois. Thomas ne posa jamais de questions sur l'argent ou sur l'héritage. Il supposa simplement que je vivais de ma retraite modeste et peut-être de quelques économies. Il m'offrit une aide financière 2 ou 3 fois que je refusai poliment en disant « Je vais bien, mon fils, ne t'inquiète pas pour ton vieux père ». Je pensais que je faisais la bonne chose en gardant l'héritage en sécurité jusqu'à ce que mon fils démontre qu'il était prêt à le recevoir et à le gérer avec sagesse. Mais alors, 6 mois après le funéraire, Thomas apparut chez moi un dimanche après-midi. Il était différent ce jour-là, souriant trop. Ce genre de sourire idiot que les hommes amoureux ont quand ils viennent d'être frappés par Cupidon. « Papa, j'ai besoin de te présenter quelqu'un d'important », dit-il avec excitation. J'ouvris la porte complètement et vis une femme blonde, bronzée artificiellement, avec des talons aiguilles de 12 cm, une robe trop serrée pour un dimanche après-midi ordinaire. Elle avait au maximum 30 ans, des ongles faits en gel rouge vif, un maquillage lourd et professionnel, et un éclat dans les yeux que je ne pus déchiffrer immédiatement, mais qui me mit mal à l'aise. « Bonjour, beau papa », dit-elle avec une voix aiguë, en tendant une main chargée d'anneaux dorés. « Je suis Audrey, enchantée de vous rencontrer enfin. » Je serrai sa main froide et calculatrice, et à ce moment précis, même sans en avoir conscience immédiate, quelque chose en moi frissonna, parce que je venais de rencontrer la personne qui tenterait de détruire absolument tout ce que Françoise et moi avions construit pendant 42 ans de mariage et de sacrifice. La question que je ne me posais pas encore ce dimanche après-midi était « Qui était-elle vraiment ? Et pourquoi mon fils semblait-il si aveuglément épris au point de ne pas voir le danger évident qui entrait dans nos vies. Audrey entra dans ma maison comme si elle en était déjà propriétaire. Elle ne retira pas ses talons aiguilles, ne demanda pas si elle pouvait s'asseoir. Elle se laissa simplement tomber sur le canapé, 3 places que Françoise et moi avions achetées il y a 15 ans chez un petit magasin de meubles d'occasion. Elle croisa les jambes de manière théâtrale et commença à examiner chaque coin de la maison avec ses yeux de lynx qui ne manquaient aucun détail.
Quelle maison charmante, Michel, dit-elle, mais le ton ne correspondait pas aux mots. Très vintage, n'est-ce pas? Ces objets anciens ont une valeur sentimentale que l'argent ne peut pas acheter, je suppose. Vintage, elle venait d'appeler ma maison vieille et démodée. Thomas était radieux, assis à côté d'elle comme un chien obéissant et bien dressé. Il tenait sa main avec ce geste protecteur qui me toucha profondément le cœur. Mon fils n'avait jamais eu beaucoup de relations amoureuses avant. Il était trop timide, trop concentré sur son travail et sa carrière. Et soudain, il apparaissait avec cette femme qui semblait sortir directement d'une émission de télé-réalité. « Papa, Audrey est une influenceuse digitale », annonça Thomas avec une fierté évidente dans sa voix. Elle a plus de 32 000 abonnés sur Instagram et des partenariats avec des marques internationales. Audrey rit et fit un geste modeste de la main comme si c'était une fausse humilité bien répétée. « Oh chérie, ce n'est rien de vraiment spécial. Je partage juste un peu de ma routine quotidienne, mode, voyage, lifestyle, ce genre de choses superficielles. » Elle me lança un regard étudié et calculé. « Vous avez Instagram, Michel ?»« Non, ma chère. Je n'ai pas la patience pour ce genre de technologie moderne, répondis-je honnêtement. J'imagine, sourit-elle avec condescendance. Votre génération n'a pas grandi avec tout ça, n'est-ce pas? Ça doit être difficile de suivre le rythme du monde moderne. Votre génération. Première critique subtile, mais précise comme un scalpel. Je servis du café et une tarte aux pommes que j'avais faite ce matin-là en suivant la recette de Françoise. Audrey prit un tout petit morceau, donna une bouchée microscopique et laissa le reste intact dans son assiette en porcelaine. « Délicieux, beau papa, mais je ne peux pas exagérer, » dit-elle en tapotant son ventre plat et musclé. « Je dois faire attention à ma ligne pour mon travail, vous comprenez? Je travaille avec des images et l'apparence est tout dans mon métier. » Pendant que nous discutions de choses banales, je remarquai quelque chose d'étrange et de troublant. Audrey ne restait pas silencieuse une seule seconde. Ses yeux erraient constamment. Elle regardait l'horloge antique sur le mur, la bibliothèque remplie de vieux livres, les photos de famille encadrées, et surtout un bureau en acajou massif qui se trouvait dans le coin du salon. « Thomas m'a dit que Françoise avait sa propre entreprise, c'est exact ?» demanda-t-elle d'un ton faussement désinvolte, tout en jouant avec son téléphone dernier cri. « Un atelier, une usine de pièces automobiles, corrigeai-je sèchement. « Ah, sympa, une de ces petites affaires artisanales familiales. C'était rentable? Ça l'était, répondis-je brièvement. Super, acquiesça-t-elle trop rapidement. Ces entreprises familiales ont toujours une valeur sentimentale spéciale, n'est-ce pas? Vous continuez à vous en occuper personnellement ou c'est géré par quelqu'un de confiance. Je vis ses yeux briller comme ceux d'un serpent qui vient de flairer sa proie. Quelle chance que vous arriviez à tout gérer seul à votre âge, continua-t-elle en se penchant vers l'avant de manière calculée. J'imagine que c'est beaucoup de responsabilités pour une seule personne. La paperasse administrative, les impôts, les employés, toutes ces choses compliquées. À votre âge, ça doit être épuisant, non? À votre âge. Deuxième pic subtil. Thomas ne remarqua rien du tout. Il était occupé avec son téléphone, probablement en train de répondre à des messages professionnels urgents. « Je me débrouille bien », répondis-je en maintenant un ton poli mais ferme. Audrey se leva du canapé et commença à marcher dans le salon avec une démarche de mannequin. Elle passa sa main sur les meubles anciens, comme si elle évaluait leur valeur marchande. Elle s'arrêta devant une vieille photo de Thomas à 5 ans, dans un cadre doré. « Vous avez toujours vécu ici, dans cette maison ?»« Depuis 38 ans maintenant, » répondis-je. « Waouh, quel temps incroyable !» s'exclama-t-elle avec un rire faux. « Je parie que vous avez déjà pensé à déménager vers quelque chose de plus petit, plus pratique et moderne. Une maison donne beaucoup de travail d'entretien quand on vieillit. Non, quand on vieillit. » Troisième attaque. Je n'y ai jamais pensé sérieusement, mentis-je, parce que je commençais à comprendre son petit jeu manipulateur. Elle continua à marcher dans la pièce et soudain fit quelque chose qui me mit en alerte rouge maximale.
Elle ouvrit la tiroir du bureau en acajou. « Oups, désolé !» dit-elle en le refermant rapidement avec un faux sourire embarrassé. Je pensais que c'était un porte-photo. Quelle mauvaise habitude j'ai de toucher à tout. Mais je l'avais vu. Je l'avais vu jeter un coup d'œil rapide et calculé à ce qui se trouvait à l'intérieur. Des documents administratifs, des factures de l'usine, des papiers financiers que j'avais laissés négligemment sur le bureau la veille. « Audrey, chérie, arrête de fouiller dans les affaires de mon père », intervint Thomas en levant finalement les yeux de son téléphone. Elle rit de cette manière gênée et fausse. « Désolé, beau papa. C'est ce que j'adore dans les vieilles maisons pleines d'histoires comme celle-ci. Chaque objet raconte une histoire fascinante. » Le reste de l'après-midi se déroula de la même façon troublante. Question désinvolte sur la maison, sur la retraite de Françoise, sur mes plans futurs. Compliments empoisonnés lancés au milieu de conversations banales. Elle essayait de récolter des informations, de cartographier mon patrimoine, de calculer ma valeur nette. Quand ils partirent finalement, il faisait déjà nuit noire. Thomas me fit la bise sur le pas de la porte. « Tu l'as aimé, papa ?» Je regardais Audrey, qui était déjà dans la voiture, occupée à consulter frénétiquement son téléphone portable. « Elle semble intéressante », fut tout ce que je pus dire diplomatiquement. « Je sais que c'était rapide et inattendu, mais… » Thomas sourit d'une manière qui me brisa le cœur. « Je pense vraiment qu'elle est la bonne personne pour moi, papa. Pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment amoureux. » Je serrai la main de mon fils avec émotion. « Si tu es heureux, mon fils, alors je suis heureux pour toi. » Je mentis encore une fois parce que cette nuit-là, allongé dans mon lit en regardant le plafond blanc, je sus exactement ce qui venait d'entrer dans ma vie. Une femme qui n'aimait pas mon fils du tout. Une femme qui avait vu quelque chose dans cette tiroir ouverte, une information, un chiffre, un document, et qui était maintenant en train de faire des calculs précis sur la valeur de la vie que Françoise et moi avions construite pierre par pierre. Ce que je ne savais pas à ce moment précis, c'est qu'Audrey était déjà 3 pas en avance sur moi. Et en moins de 3 mois, elle ferait une demande qui changerait absolument tout entre mon fils et moi pour toujours. 3 mois après cet après-midi troublant, mon téléphone sonna à 7 heures du matin un samedi. C'était Thomas, la voix tremblante d'excitation incontrôlée. « Papa, je l'ai demandé en mariage hier soir, et elle a dit oui !» Je m'assis dans mon lit, encore groggy de sommeil. 3 mois, 90 jours de relation, et il était déjà fiancé. « Mon fils, n'est-ce pas un peu trop rapide ?» tentai-je prudemment. « Papa, quand on sait, répondit-il avec cette certitude agaçante des gens amoureux aveugles. Audrey a dit quelque chose de magnifique hier soir. Elle a dit qu'on n'a pas besoin d'attendre des années pour être sûr quand 2 âmes se reconnaissent immédiatement. 2 âmes qui se reconnaissent. Audrey remplissait la tête de mon fils avec ses phrases creuses de développement personnel copiées sur Instagram. « Et quand est prévu le mariage ?» demandai-je avec appréhension. « Dans 4 mois seulement. Audrey ne veut pas attendre plus longtemps. Elle dit qu'elle a déjà perdu trop de temps avec des relations qui n'ont pas fonctionné dans le passé. 4 mois entre la demande en mariage et la cérémonie. Pas assez de temps pour vérifier qui elle était vraiment, pour rencontrer correctement sa famille, pour découvrir son passé. Mais je mordis ma langue et dis simplement « Félicitations, mon fils. Je suis heureux pour toi. » 2 semaines plus tard, ils apparurent de nouveau chez moi. Audrey était différente cette fois, plus confiante, plus audacieuse, comme si elle avait maintenant des droits qu'elle n'avait pas avant. Elle s'assit sur le même canapé, mais cette fois, elle mit ses pieds nus sur ma table basse en bois. « Beau papa, nous devons discuter sérieusement du mariage », commença-t-elle en sortant son téléphone de son sac à main de luxe. « J'ai déjà choisi le traiteur, l'église, la robe, tout. Première classe, évidemment. Après tout, on ne se marie qu'une fois dans sa vie, n'est-ce pas ?» Thomas sourit nerveusement à côté d'elle. « Audrey, va droit au but, s'il te plaît. » Elle soupira dramatiquement comme une actrice de théâtre. « Ok. Voilà Michel, nous commençons une nouvelle vie ensemble, vous comprenez? Et le mariage coûte très cher, vraiment très cher. » Elle me regarda directement dans les yeux sans ciller. « Alors nous avons pensé que, puisque vous êtes le père du marié, vous pourriez aider avec les dépenses du mariage. C'est traditionnel après tout. »
Ce n'était pas une demande polie, c'était une exigence déguisée en conversation décontractée. « Combien pensez-vous » demandai-je prudemment. Audrey tapota quelque chose sur son téléphone et tourna l'écran vers moi. 12 000 €. Je sentis l'air me manquer pendant un instant. « C'est pour une fête de 150 invités triés sur le volet », expliqua-t-elle, comme si elle justifiait un investissement commercial. « Service de traiteur complet avec menu gastronomique, bar ouvert avec champagne premium, décoration digne d'un magazine de luxe. On ne peut pas lésiner sur ça, beau papa. Les gens attendent de la qualité quand ils viennent à un mariage. » Je regardais Thomas avec incrédulité. « Mon fils, tu es d'accord avec ce montant énorme ? » ?»« Papa, je sais que c'est beaucoup. » Il se gratta la nuque nerveusement. « Mais la mère d'Audrey a déjà offert 8 000 € de sa poche. Ce serait juste et équitable si tu contribuais aussi, tu ne penses pas ? 8 000 €. La mère d'Audrey. Quelque chose ne faisait absolument pas sens dans cette équation. Une femme qui donnait 8 000 € pour le mariage de sa fille, mais cette fille louait un studio d'une chambre. Une influenceuse avec 32 000 abonnés qui arrivait à peine à boucler ses fins de mois avec des partenariats. Mais j'avalais mes doutes croissants. « D'accord, je vais transférer les 12 000 € sur votre compte cette semaine. » Audrey applaudit comme une enfant gâtée qui vient d'obtenir le jouet qu'elle voulait. « Ah, beau papa, je savais qu'on pouvait compter sur vous. Vous êtes le meilleur beau-père du monde. » Le lendemain matin, je fis le virement bancaire. Thomas m'appela ce soir-là pour me remercier. Sa voix était étrange, forcée, comme s'il lisait un script préparé à l'avance. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire, qu'après cet investissement coûteux dans leur mariage, les choses reviendraient à la normale. Mais 3 semaines plus tard, Audrey appela toute seule sur mon téléphone fixe. « Bonjour, beau papa, comment allez-vous ?»« Je vais bien, Audrey. Tu as besoin de quelque chose ? » ?»« Écoutez, c'est embarrassant d'en parler franchement. » Elle fit une pause calculée. « Mais nous avons recalculé tous les coûts, et l'argent que vous nous avez donné ne couvrira pas tout finalement. Le fournisseur a augmenté ses prix à cause de l'inflation. Le décorateur a facturé plus parce que l'église est très grande et nécessite plus de fleurs. Vous savez comment c'est avec ces prestataires gourmands. » « Non, » je serrai les poings de frustration. « Combien de plus ?»« Juste 9 000 € supplémentaires. Comme ça, nous aurons tout réglé une bonne fois pour toutes sans stress. » 9 000. Cela faisait déjà un total de 21 000 €. C'était une somme astronomique pour moi. « Audrey, c'est vraiment beaucoup d'argent pour un simple mariage. Je sais, beau papa, mais ma mère a déjà donné sa part entière. Je ne peux pas lui demander plus, elle n'a pas les moyens. » Sa voix devint mielleuse et manipulatrice. « Et vous ne voudriez pas que le mariage de votre fils unique soit à moitié réussi, n'est-ce pas? Ce serait tellement embarrassant devant tous les invités. » Chantage émotionnel pur et simple. « Je vais voir ce que je peux faire, » répondis-je sèchement. « Ah, merci infiniment, beau papa. Je savais que vous comprendriez la situation. » Elle raccrocha immédiatement. Je restai là, figé, regardant le mur du salon. Le même mur où était accrochée la photo de Françoise, souriant dans son jardin. Ce sourire qui disait « Je t'avais prévenu, Michel, je te l'avais dit. » Finalement, je transférais les 9 000 € supplémentaires. Pas parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire, mais parce que c'était le mariage de mon fils. Et les pères font des sacrifices même quand ils savent parfaitement qu'ils sont manipulés honteusement. Quand l'argent tomba sur leur compte, j'attendis un remerciement, un appel, un message, n'importe quoi. Rien. Audrey disparut pendant 3 semaines complètes. Thomas envoyait des messages courts et distants. « Papa, on parle plus tard. Papa, je cours maintenant, désolé. Papa !» Audrey est stressée avec tous les préparatifs du mariage. Et puis, une semaine avant le mariage civil dont je n'avais même pas été informé, je découvris par hasard, à travers une publication publique d'Audrey sur Instagram, qu'il s'était déjà marié civilement à la mairie. C'était une photo professionnelle. Audrey et Thomas devant la mairie du 15e arrondissement déjà mariés légalement. La légende disait « cérémonie intime et spéciale avec seulement les personnes les plus importantes de nos vies ». Je n'étais pas là.
Mon fils s'était marié civilement et je n'avais même pas été invité à la cérémonie. J'appelais Thomas 5 fois d'affilée. Toutes les sonneries tombèrent sur sa messagerie vocale. Finalement, il rappela à minuit passé. Papa, désolé, tout s'est passé très vite et de manière impromptue. Audrey voulait quelque chose de petit, juste pour la famille proche. » « Je suis ta famille, Thomas. » Silence pesant de l'autre côté du téléphone. « Oui, papa, mais Audrey a une vision différente de ce qu'est la famille nucléaire, et je dois respecter ses désirs et ses choix. » Je raccrochai le téléphone brutalement et cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de Françoise, je compris vraiment que mon fils n'était plus à moi. Maintenant, il appartenait entièrement à elle, à cette femme manipulatrice. Ce que je ne pouvais jamais imaginer, c'est que ce n'était que le début du cauchemar, parce qu'Audrey ne voulait pas seulement mon argent, elle voulait absolument tout. Et la prochaine demande allait me faire beaucoup plus mal que 21 000 € perdus. Le mariage religieux à l'église était prévu dans 3 mois, mais après la cérémonie civile secrète, quelque chose changea drastiquement dans ma relation avec Thomas. Ce n'était pas soudain. C'était comme du poison qui s'infiltrait lentement mais sûrement dans l'eau pure. D'abord, les déjeuners du dimanche. Pendant 40 ans, chaque dimanche avait été sacré dans notre famille. Françoise préparait un rôti au four, avec des légumes de saison. Je préparais ma fameuse salade niçoise et le gratin dauphinois spécial, qui prenait 3 heures à faire avec 3 types de fromages différents. Thomas arrivait à midi pile et restait jusqu'à 17 heures. Nous parlions de tout, nous rions ensemble, nous regardions le football ensemble sur la vieille télé du salon. Après la mort tragique de Françoise, j'avais maintenu cette tradition sacrée coûte que coûte. Thomas avait continué à venir fidèlement. C'était le seul jour de la semaine où je le voyais, où nous passions du vrai temps de qualité ensemble, jusqu'à l'arrivée dévastatrice d'Audrey dans nos vies. Le premier dimanche après le mariage civil à la mairie, Thomas annula à la dernière minute par message. « Papa, Audrey ne se sent pas bien. Je pense que c'est une migraine sévère. » Deuxième dimanche. « Papa, on avait déjà prévu d'aller déjeuner chez la mère d'Audrey. J'ai oublié de te prévenir, désolé. » Troisième dimanche. « Papa, j'ai vraiment besoin de me reposer. Ça a été une semaine épuisante au travail. » Quatrième dimanche. Il n'appela même pas du tout. Il ne se présenta simplement pas. J'appelais 6 fois consécutives. Toutes les sonneries allèrent directement sur sa messagerie. J'envoyais un message inquiet. « Mon fils, tu vas bien ? Je m'inquiète énormément. » La réponse arriva 4 heures plus tard, froide et distante. « Tout va bien, papa. On se parle plus tard. » Une conversation qui n'arriva jamais. Et puis commencèrent les excuses de plus en plus ridicules et transparentes. Réunion de travail urgente un dimanche, voyage impromptu de dernière minute. Audrey ne se sentait pas à l'aise de venir chez moi. Audrey était fatiguée. Audrey avait mal à la tête. Audrey. Tout tournait autour d'Audrey maintenant. J'essayais d'être compréhensif et patient. Après tout, ils étaient jeunes mariés. Ils avaient besoin de temps ensemble pour construire leur couple. Je comprenais cela, ou du moins, j'essayais de comprendre de toutes mes forces. Mais ensuite vint le coup qui me fit vraiment très mal au cœur. Je découvris, par pur hasard, à travers Madame Dubois, ma voisine curieuse, qui voyait tout ce qui se passait dans le quartier, que Thomas et Audrey dînaient religieusement tous les jeudis soirs chez la mère d'Audrey, sans exception. « Je les ai vus sortir de là la semaine dernière, Michel » commenta Madame Dubois en arrosant ses plantes sur son balcon. Il y avait une voiture garée devant. J'ai découvert que c'est maintenant leur tradition familiale, tous les jeudis soirs sans faute. Tous les jeudis soirs, chaque jeudi. Mon fils avait une nouvelle tradition de dîner hebdomadaire avec sa belle-mère qu'il connaissait depuis 3 mois, mais il n'avait plus de temps pour déjeuner le dimanche avec son propre père. J'avalais mes larmes sèches et amères et remerciais poliment ma voisine pour cette information douloureuse. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir du tout. Je restais allongé dans mon lit, regardant le plafond blanc, repassant chaque conversation récente, chaque excuse bidon, chaque annulation de dernière minute dans ma tête. Je voyais maintenant un schéma clair et évident. Audrey m'isolait progressivement et systématiquement de la vie de mon fils.
Lentement mais stratégiquement, elle construisait un mur entre nous. Les appels téléphoniques diminuèrent aussi drastiquement. Avant le mariage, Thomas m'appelait au moins 3 fois par semaine. Nous discutions de son travail, de sa journée, de choses banales, mais importantes entre père et fils. Après le mariage civil, les appels chutèrent à 1 par semaine, puis à 1 toutes les 2 semaines. Et toujours rapides, pressés, avec Audrey qui appelait constamment en arrière-plan « Chérie, viens ici vite, j'ai besoin de toi pour quelque chose. » Et Thomas répondait automatiquement « Papa, je te rappelle plus tard, d'accord ?» Il ne rappelait jamais. Je commençais aussi à remarquer qu'il ne répondait plus à mes appels téléphoniques. Il laissait sonner jusqu'à ce que ça tombe sur la messagerie vocale. Et quand il tentait de rappeler, il disait toujours exactement la même excuse usée. « Désolé, papa, mon téléphone était en mode silencieux. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois la même excuse. » Puis je découvris par accident qu'il était très actif sur WhatsApp, postant des stories sur Instagram, répondant aux commentaires de ses amis. Mais il n'avait pas 2 minutes pour répondre à son propre père, qui s'inquiétait. Le pire moment arriva quand je réalisai qu'il existait un groupe familial WhatsApp dont je ne faisais pas partie. La famille Moreau, le nom de famille de Thomas. Je découvris cela parce qu'Audrey posta accidentellement une photo là-bas. Et quelqu'un fit probablement une erreur et l'envoya dans son statut public. C'était une photo d'un barbecue festif chez la mère d'Audrey. Thomas était là, souriant largement, tenant un verre de bière dans sa main. La légende disait « Famille réunie, c'est tout ce qui compte vraiment ». J'ouvris mon application WhatsApp et cherchai le groupe. Il n'existait pas dans ma liste. Ils avaient de créer un groupe familial et je n'avais pas été inclus dedans. J'allais directement chez Thomas le lendemain matin. Je frappai à la porte 3 fois avant qu'Audrey n'ouvre finalement. Elle portait un peignoir de soie, l'air endormi et irrité. « Bonjour, beau papa, qu'est-ce qui se passe ?» Le ton était glacial et hostile. « J'ai besoin de parler à Thomas urgemment. Il dort encore profondément. Il est rentré très tard du travail hier soir, épuisé. Il était 11 heures du matin passé. Je peux attendre qu'il se réveille ? Écoutez, beau papa, nous avons une journée chargée aujourd'hui. Peut-être serait-il préférable d'appeler avant de venir, vous savez, pour ne pas nous prendre par surprise comme ça. Me prendre par surprise dans la maison de mon propre fils, comme si j'étais un étranger indésirable. Audrey, je veux juste lui parler pendant 5 minutes, pas plus. » Elle soupira lourdement, visiblement agacée. « Thomas !» cria-t-elle vers l'intérieur de l'appartement. « Ton père est ici et il insiste pour te voir. » Thomas apparut en short de sport et t-shirt froissé, avec des cernes profonds sous les yeux. Il semblait plus petit, comme s'il avait rétréci physiquement. « Salut papa, il s'est passé quelque chose de grave ? » « Il s'est passé que tu as disparu de ma vie, mon fils. Ça fait plus d'1 mois qu'on ne s'est pas vu correctement. » Audrey croisa les bras défensivement, s'appuyant contre le cadre de la porte. « Thomas, dis à ton père que tu travailles dur, que tu as des responsabilités de jeune marié maintenant. » Il me regarda, puis la regarda elle, puis me regarda à nouveau. « Papa, tu dois comprendre que maintenant, j'ai ma propre famille à construire. » Les mots sortirent de sa bouche de manière mécanique, comme récités par cœur. « Je ne peux plus vivre uniquement pour toi. Je dois aussi prendre soin de ma femme, de ma nouvelle vie, de ma propre famille, comme si je n'étais plus de la famille désormais. Je comprends parfaitement, mon fils. » Ma voix sortit rauque et brisée. « Je ne voulais juste pas que tu m'oublies complètement. »« Personne n'oublie personne, papa, » dit-il sans me regarder dans les yeux. « C'est juste une phase d'adaptation normale pour un jeune couple. » Audrey bâilla de manière exagérée et théâtrale. « Thomas, chéri, j'ai besoin que tu m'aides avec quelque chose à l'intérieur maintenant. » Il fit un geste gêné et referma doucement la porte au nez de son père. Je restais planté là dans le couloir de cet immeuble moderne, écoutant mes propres pas lourds, tandis que je retournais vers l'ascenseur en traînant les pieds. Et puis arriva mon anniversaire. 68 ans. Mon premier anniversaire sans Françoise à mes côtés. Je me réveillais plein d'espoir malgré tout. Peut-être que Thomas se souviendrait.
Peut-être qu'il apparaîtrait à l'improviste avec un gâteau, avec un câlin, avec quelque chose. Midi, rien du tout. 15 heures, silence radio total. 18 heures, toujours rien. 20 heures, mon téléphone ne vibra même pas une seule fois. Je me traînais jusqu'à mon lit et éteignis les lumières. Je pleurais pour la première fois depuis l'enterrement de Françoise. Des sanglots profonds qui venaient du fond de ma poitrine, le genre de pleurs qui fait mal physiquement. À 23h47 précise, mon téléphone vibra finalement. C'était un message de Thomas. « Joyeux anniversaire, papa !» Juste ça. Un message automatique, froid, sans âme, sans appel, sans audio, sans rien d'autre. Et c'est à ce moment précis, allongé dans le noir, essuyant mes larmes avec le dos de ma main tremblante, que je pris une décision ferme et définitive. Je n'allais plus supplier pour avoir de l'attention. Je n'allais plus mendier l'amour de mon propre fils comme un chien abandonné. Si Audrey voulait la guerre, elle l'aurait. Mais pas comme elle s'y attendait, parce que ce qu'elle ne savait pas encore, c'est qu'un père blessé ne pleure pas éternellement dans son coin. À un certain moment critique, il se lève. Et quand il se lève, il ne demande plus la permission à personne. Il agit simplement. Et j'allais agir bientôt. 3 semaines après mon anniversaire complètement oublié et ignoré, le téléphone sonna. C'était Thomas, mais ce n'était pas la voix que je connaissais si bien. C'était beaucoup trop animé, trop faux, trop enthousiaste. « Papa, j'ai une nouvelle incroyable à t'annoncer. » Mon cœur se serra immédiatement. Des nouvelles incroyables venant de quelqu'un qui m'avait oublié pendant un mois entier. Ça ne me semblait pas bon du tout. « Quelle nouvelle, mon fils ? » « Audrey est enceinte. Nous allons avoir un bébé. » Silence de mort de mon côté. Il était marié depuis 4 mois seulement, et elle était déjà enceinte. « Papa, tu es là, tu m'entends ? Je suis là, mon fils. Félicitations sincères. » Je forçais l'enthousiasme dans ma voix tremblante. « Quand l'avez-vous découvert ? » ?»« Hier soir. Nous avons fait le test de grossesse et c'était positif. Tu vas être grand-père, papa. » Je devais être heureux. Je devais sauter de joie. Mais quelque chose, une petite voix insistante au fond de ma poitrine, disait que c'était calculé, beaucoup trop bien calculé et orchestré. « Je vais venir vous rendre visite demain, mon fils. Je veux voir Audrey et discuter de tout ça. »« Ah, papa, ce serait mieux de ne pas venir maintenant. Audrey est très sensible aux nausées matinales. Tu sais comment c'est au début de la grossesse ? Très difficile. » Il s'arrêta brusquement. « Mais écoute, nous venons chez toi samedi prochain. Nous avons besoin de te parler de quelque chose d'extrêmement important, très important. » Ce mot ne venait jamais seul dans leur bouche. Il apportait toujours des ennuis et des demandes avec lui. Samedi arriva finalement. La sonnette retentit à 14 heures précises. J'ouvris la porte et ils étaient là. Thomas en pantalon de costume et chemise blanche, comme s'il allait à une réunion d'affaires professionnelles. Audrey dans une robe ample et fluide, ventre encore totalement plat, mais avec sa main stratégiquement positionnée sur son abdomen, comme si elle portait déjà un bébé de 6 mois. « Bonjour, beau papa, » dit-elle en entrant sans invitation. « Mon Dieu, quelle chaleur insupportable ici. Je peux avoir un verre d'eau fraîche ?» Avant que je puisse répondre quoi que ce soit, elle était déjà dans ma cuisine, ouvrant mon réfrigérateur comme si c'était le sien. Nous nous assîmes dans le salon. Thomas tripotait nerveusement ses mains. Audrey était calme, presque souriante, comme un chat qui vient de coincer une souris dans un coin. « Papa, nous devons parler sérieusement de l'avenir, » commença Thomas avec une voix peu assurée. « L'avenir du bébé. Et nous sommes vraiment très préoccupés. » « Préoccupés par quoi exactement ?» Audrey se pencha en avant dramatiquement. « C'est parce que nous vivons dans un minuscule appartement loué, beau papa. Seulement une chambre. Nous ne pouvons pas élever un enfant là-bas dans ces conditions. » Thomas continua mécaniquement. « Nous avons besoin d'espace, d'une vraie maison, d'un jardin où notre enfant pourra jouer et grandir. » Audrey soupira de manière théâtrale et calculée. « J'ai toujours rêvé d'élever mon fils dans une maison avec jardin, vous savez, beau papa, avec de l'espace pour qu'il respire, pour qu'il court, pour qu'il s'épanouisse. » Je sentis le sol se dérober sous mes pieds.
Je savais exactement où cette conversation mielleuse allait mener. Et nous avons pensé, Thomas déglutit difficilement, puisque vous vivez tout seul dans cette grande maison. Grande pour une seule personne, compléta Audrey, avec un sourire faux. Nous voulions suggérer quelque chose de raisonnable et logique. Thomas sortit une enveloppe épaisse de son sac à dos. L'idée est simple et avantageuse pour tout le monde. Beau papa. Audrey se pencha encore plus vers moi. Vous mettez la maison au nom de Thomas légalement. De cette façon, vous garantissez l'avenir de votre petit-fils qui va naître. Elle parlait comme si c'était la chose la plus logique et naturelle du monde. Et bien sûr, vous pourrez continuer à vivre ici confortablement. Nous ne vous mettons pas à la rue, voyons. Imaginez ça, continuer à vivre dans ma propre maison comme si c'était une faveur charitable qu'il me faisait généreusement. Thomas insista lourdement. Papa, nous en avons déjà parlé avec un avocat spécialisé. Il a préparé toute la paperasse légale nécessaire. Il suffit juste de signer les documents. J'ouvris l'enveloppe avec des mains tremblantes de colère contenue. C'était un acte de donation entre vifs pour transférer immédiatement la propriété de ma maison, évaluée à 780 000 € par 3 experts, au nom de Thomas. Sans aucune clause d'usufruit protecteur, sans aucune protection légale pour moi. Si je signais ce document empoisonné, la maison cesserait d'être la mienne et il pourrait me mettre dehors quand il le voudrait, quand ça l'arrangerait. Mon fils, c'est très soudain et précipité. Soudain, Audrey rit, mais c'était un rire dur et métallique. Beau papa, votre petit-fils va naître dans 8 mois. Il a besoin d'un toit stable au-dessus de sa tête dès maintenant. Ah, vous pouvez acheter une maison vous-même. Thomas a un bon salaire stable. Papa, tu sais bien qu'avec le loyer mensuel, toutes les factures, et maintenant que le bébé est en route... Thomas détourna le regard honteusement. Je n'arrive pas à économiser assez pour l'apport initial d'un prêt immobilier. Audrey soupira impatiemment et croisa les jambes. Écoutez, Michel, je vais être direct et honnête avec vous pour une fois. Elle croisa les jambes dans cette pose de quelqu'un qui contrôle totalement la situation. Vous avez déjà vécu toute votre vie. Vous avez eu votre maison, votre mariage, tout ce qu'un homme peut désirer. Maintenant, c'est à notre tour de vivre. C'est le tour de votre petit-fils de grandir dans de bonnes conditions. Vous avez déjà vécu votre vie. Comme si j'étais une pile usée qu'on allait jeter à la poubelle. Et si je ne veux pas me séparer de ma maison, le climat changea immédiatement et radicalement. Audrey haussa un sourcil de manière menaçante. Thomas devint rouge de colère. « Papa, tu ne veux pas garantir l'avenir de ton propre petit-fils » demanda-t-il avec une voix accusatrice et pleine de reproches. « Bien sûr que si, mon fils, mais il existe d'autres chemins possibles. »« D'autres chemins ?» Audrey m'interrompit sèchement. « Comme quoi exactement? Nous prêter de l'argent qu'on ne reverra jamais? Nous aider avec le loyer éternellement? Audrey, s'il te plaît, calme-toi. » Thomas tenta faiblement de la calmer, mais elle était en pleine crise de colère maintenant. « Non, Thomas, pas maintenant. Ton père doit comprendre la situation clairement. » Elle se leva brusquement, pointant son doigt accusateur vers moi. « Vous êtes égoïste, complètement égoïste. Vous restez tout seul dans cette énorme maison pendant que votre fils et votre petit-fils vont vivre entassés dans un minuscule appartement loué. Quel genre de grand-père fait ça à sa propre famille ? » « Audrey !» Thomas se leva aussi, mais sa voix n'avait aucune autorité réelle. « C'est vrai, Thomas, » continua-t-elle furieusement. « Ton père n'a jamais pensé à personne d'autre qu'à lui-même égoïstement. Regarde cette maison, ces vieux meubles inutiles, il ne fait rien de tout ça, il n'aide personne. Il reste juste assis là, à ruminer le passé amèrement. » Des larmes de rage montèrent, mais ne tombèrent pas. « Audrey, je pense qu'il vaut mieux que tu partes maintenant. » Ma voix sortit ferme et glaciale. « Parfait !» Elle attrapa son sac à main de luxe violemment. « On s'en va tout de suite. Viens, Thomas. » Ils se dirigèrent vers la porte.
Mais ne viens surtout pas te plaindre plus tard que tu ne vois jamais ton petit-fils, parce que je ne vais certainement pas amener mon enfant rendre visite à un grand-père qui ne se soucie pas de lui. » Thomas resta immobile, me regardant fixement, puis la regardant elle. « Thomas, on y va maintenant !» Audrey était déjà sur le palier. « Papa, je... » commença mon fils d'une voix brisée. « Va avec ta femme, mon fils. » Il baissa honteusement la tête et suivit Audrey comme un chien obéissant. La porte claqua violemment. Je restai là, tenant ces documents empoisonnés, lisant chaque ligne de ce piège légal que j'avais failli signer stupidement. Et je réalisais quelque chose de très important à ce moment précis. Ils étaient allés consulter un avocat. Ils avaient préparé des documents officiels. Ils avaient tout planifié minutieusement. Ce n'était pas une idée de dernière minute improvisée. C'était calculé froidement. Audrey savait exactement ce qu'elle faisait et où elle voulait en venir. Je pris mon téléphone portable et appelai Maître Dubois, l'avocat de confiance de Françoise. « Maître Dubois, j'ai besoin d'une faveur urgente et confidentielle. »« Bien sûr, monsieur Michel. Que se passe-t-il exactement ? » ?»« J'ai besoin de protéger mon patrimoine légalement. Et j'ai besoin de découvrir certaines choses sur quelqu'un de très précis. » »« Je comprends parfaitement. Donnez-moi un nom, et je m'en occupe. » Audrey Beaumont, je respirais profondément. J'ai besoin de tout savoir sur elle, absolument tout. Parce que si elle pensait que j'étais un vieux stupide qui allait tout donner sur un plateau d'argent, elle commettait une erreur monumentale et dangereuse. Les pères ne sont pas stupides du tout. Les pères sont stratégiques, et quand ils se réveillent enfin, le jeu change complètement de camp. Après cet après-midi explosive et terrible, le silence vint comme une sentence de mort. Pas n'importe quel silence ordinaire, mais un silence lourd, intentionnel, pesant, criant plus fort que n'importe quel mot. Thomas me bloqua complètement. Je découvris cela quand j'essayais d'appeler pour la 10e fois, un mardi soir. Au lieu d'entendre sa voix ou sa messagerie, j'entendis ce message automatique glacial. « Le numéro que vous avez composé ne peut pas recevoir d'appel. » J'essayais par WhatsApp. Mon message ne fut jamais délivré. Il apparut une petite marque grise unique. Jamais les 2 petites marques bleues de confirmation. Bloqué complètement. Mon fils m'avait bloqué de sa vie. Pendant 3 jours, je restais en état de choc profond. Je ne pouvais pas manger normalement. Je ne pouvais pas dormir correctement. Je restais là, fixant mon téléphone, espérant que c'était une erreur temporaire, qu'il débloquerait mon numéro, qu'il appellerait pour s'excuser. Rien du tout. Les semaines commencèrent à passer lentement. 1, 2, 3 semaines complètes. J'essayai d'envoyer une lettre manuscrite par la poste. Elle me fut retournée avec la mention « Destinataire refuse de la recevoir ». J'allai jusqu'à l'immeuble où il vivait. Le gardien de l'immeuble, visiblement gêné et mal à l'aise, me dit qu'il était dans une position difficile et ne pouvait pas me laisser monter. « Désolé, monsieur Michel, mais je risque de perdre mon emploi si je vous laisse passer. » Ils ont été très clairs sur leurs instructions. Je retournai chez moi complètement détruit émotionnellement. Je commençais à suivre Audrey sur Instagram à partir d'un faux profil créé spécialement pour avoir des nouvelles de mon fils et voir si les choses allaient bien. Et c'est comme ça que je découvris la baby shower. La publication apparut un jeudi après-midi ensoleillé. Audrey avait posté des stories professionnelles avec une invitation rose et bleue élaborée. Baby shower pour notre petit prince. Célébration entre amis proches, de belles décorations coûteuses, des ballons personnalisés géants, une table de dessert digne d'un magazine de luxe et une légende qui m'arracha le cœur. Seulement avec ceux qui sont vraiment comme une famille pour moi, les gens qui comptent. Je n'avais pas été invité du tout. Je ne savais même pas le sexe exact de mon propre petit-fils avant cette publication Instagram publique. Ce jour-là, je m'assis par terre dans mon salon et pleurais. Je pleurais comme je n'avais pas pleuré depuis que j'avais enterré Françoise dans ce cimetière froid. Des sanglots profonds et douloureux qui venaient du fond de ma poitrine, le genre de pleurs qui font mal physiquement au corps. J'essayais quand même d'envoyer un cadeau malgré tout.
J'achetais un kit complet de vêtements bleus pour bébé, puisque j'avais découvert par Instagram que c'était un garçon. Je payais 95 € pour tout. J'emballais tout avec soin dans un beau papier cadeau. J'incluais une carte touchante. Pour mon petit-fils, avec tout l'amour du grand-père qui attend encore de te connaître. Grand-père Michel. J'envoyais le tout par la poste avec confirmation de réception obligatoire. 5 jours plus tard, le colis me fut retourné intact et scellé avec une note agrafée dessus. Retour à l'expéditeur. Nous n'acceptons pas. Je tins ce colis sur mes genoux pendant des heures et je m'effondrais complètement. Nous n'acceptons pas. Comme si mon amour paternel était un déchet toxique refusé à la porte. Les dimanches devinrent les pires jours de ma semaine. Le dimanche avait toujours été le jour de la famille dans notre maison. Et maintenant, je le passais complètement seul dans le silence, regardant l'horloge marquer lentement les heures, écoutant le silence oppressant de la maison vide qui résonnait. Je préparais de la nourriture par habitude pour 3 personnes. Je faisais du riz pour 3, je préparais un gratin dans une grande casserole, et ensuite je mettais tout dans des Tupperware qui s'accumulaient sans fin parce que je mangeais toujours seul. Madame Dubois, ma gentille voisine, commença à m'inviter à déjeuner chez elle les dimanches. Je refusais poliment au début. J'avais honte d'expliquer que mon propre fils ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. Mais elle insista tellement qu'un jour j'acceptais finalement. Tout était délicieux chez elle. Mais quand je fus assis à sa table, avec toute sa famille réunie, enfants, petits-enfants, rires, conversations animées, je dus m'excuser avant le dessert. Je m'enfermais dans sa salle de bain et pleurais en silence pour que personne n'entende mes sanglots, parce que cette scène familiale me montrait exactement ce que j'avais perdu pour toujours. Noël arriva rapidement. Françoise avait toujours adoré Noël. Nous montions le sapin ensemble, elle et moi, avec tant d'amour. Le petit Thomas accrochait les boules colorées en riant. Nous faisions un festin traditionnel, dinde rôtie, farce au marron, bûche de Noël maison. Ce serait mon premier Noël sans Françoise et aussi sans Thomas. Je pensais sérieusement à ne pas monter le sapin cette année. Pourquoi faire? Il n'y avait personne là pour le voir briller, mais je le montais quand même. Petit, pathétique, sur la table basse du salon. J'achetais quelques guirlandes lumineuses bon marché. Le soir du réveillon de Noël, j'étais assis tout seul sur mon canapé usé, mangeant une part de quiche réchauffée que j'avais achetée à la boulangerie du coin. La télévision diffusait des chants de Noël joyeux, des familles heureuses dans les publicités, des enfants ouvrant des cadeaux en riant. Je pris le vieil album photo que je gardais dans la bibliothèque poussiéreuse. Je l'ouvris à la première page avec émotion. Thomas, nouveau-né, 3,2 kilos. Françoise, le tenant pour la première fois, les yeux mouillés de larmes de joie. Je tournais la page lentement. Thomas a 3 ans, déguisé en Superman pour Noël, souriant avec ses dents de lait. Une autre page. Thomas a 7 ans, apprenant à faire du vélo. Moi, tenant fermement la selle. Françoise filmant la scène. Thomas a 15 ans. Cérémonie de remise du diplôme du collège, regard en coin, gêné, mais fier. Thomas a 25 ans, diplôme universitaire serré dans ses bras. Dans mes bras et ceux de sa mère. Je fermais l'album doucement et le serrais contre ma poitrine comme un trésor. Où est-ce que je me suis trompé, Françoise? Murmurai-je dans le vide de la maison. J'ai élevé ce garçon avec tant d'amour, tant de sacrifices. Et maintenant, il me traite comme un déchet inutile. Aucune réponse, bien sûr. Juste le son distant des feux d'artifice dehors, des familles qui célébraient joyeusement, et moi seul, serrant les souvenirs photographiques d'un fils qui n'existait plus vraiment. Janvier arriva, puis février glacial. 6 longs mois sans voir Thomas une seule fois. 6 mois bloqués, 6 mois invisibles et inexistants. Je commençais à avoir des pensées sombres et dangereuses, celles qu'on ne devrait jamais avoir, mais qui apparaissent pendant les nuits solitaires interminables. Et si je mourais maintenant, subitement? Combien de temps faudrait-il avant qu'il l'apprenne? 1 semaine? 1 mois? Viendrait-il à mon enterrement? Ou est-ce qu'Audrey le convaincrait de ne même pas venir? Ces pensées me terrifiaient profondément, mais elles me réveillèrent aussi d'une certaine manière.
parce qu'une nuit allongée dans mon lit à 3 heures du matin, regardant le plafond blanc, une phrase de Françoise me revint clairement en mémoire. Quelque chose qu'elle avait dit peu avant de mourir à l'hôpital. « Michel, l'amour véritable n'est pas un sacrifice éternel sans limite. C'est avoir des limites saines. Qui aime vraiment sait quand arrêter d'accepter le manque de respect total. » Et ce fut alors, cette nuit glaciale de février à 3 heures du matin précise, que je décidai fermement. Je n'allais plus pleurer comme une victime. Je n'allais plus attendre passivement que Thomas revienne à la raison. Je n'allais plus être un père pathétique. S'ils m'avaient exclu volontairement de leur vie, j'allais découvrir pourquoi exactement et qui était vraiment Audrey, ce qu'elle voulait obtenir, et comment je pouvais protéger mon fils, même s'il ne voulait pas être protégé du danger. Parce qu'un père ne renonce jamais à son enfant. Un père n'abandonne pas. Un père devient stratégique et patient. J'avais 6 décennies d'expérience de vie accumulées. J'avais un patrimoine considérable. J'avais l'intelligence et la ruse. Et maintenant, j'avais la motivation pure et la détermination. Le lendemain matin, à 8 heures précises, j'appelais Maître Dubois. « Maître Dubois, vous vous souvenez que je vous avais demandé d'enquêter sur Audrey ? » « Je me souviens parfaitement, monsieur Michel, et j'ai beaucoup d'informations. Vraiment beaucoup. Je voudrais prendre rendez-vous le plus rapidement possible. Venez aujourd'hui même si vous pouvez. 15 heures ? Monsieur Michel hésita gravement. Êtes-vous absolument sûr de vouloir savoir la vérité ? Parce que ce que nous avons découvert n'est vraiment pas joli du tout. Je serrai le téléphone fermement. J'en suis certain. J'ai besoin de savoir toute la vérité, même si elle fait mal. Alors venez cet après-midi et préparez-vous mentalement. Je raccrochai le téléphone. Je regardais mon reflet dans le miroir du salon. Cet homme de 68 ans aux cheveux gris, aux yeux fatigués, mais maintenant avec une lueur différente et déterminée dans le regard. Il n'était plus le père abandonné qui pleurait pathétiquement dans un coin sombre. Il était un homme sur le point de découvrir toute la vérité, et quand on découvre la vérité cachée, il n'y a plus de retour en arrière possible. Soit on agit avec force, soit on devient complice de sa propre autodestruction. Je choisis d'agir, sans hésitation. Le cabinet de Maître Dubois était situé dans le centre historique de Paris, dans un vieil immeuble haussmannien de belle architecture classique. Je pris l'ascenseur grinçant jusqu'au 7e étage, le cœur battant à tout rompre. Il me salua avec ce regard grave et sérieux de quelqu'un qui porte de très mauvaises nouvelles. « Monsieur Michel, asseyez-vous confortablement, je vous prie. » Il pointa le fauteuil en cuir. « Café ? Eau ? Rien merci, je veux juste savoir la vérité complète maintenant. » Il ouvrit une épaisse chemise remplie de documents officiels, d'impressions, de photos compromettantes. J'ai engagé un enquêteur privé de confiance absolue. Ça a coûté 2800 €. Il me regarda gravement. Ça valait chaque centime dépensé. Mon estomac se retourna douloureusement. Qu'avez-vous découvert exactement ? Maître Dubois respira profondément et commença méthodiquement. Audrey Beaumont, 32 ans, native d'Aubervilliers en banlieue parisienne. Divorcé une fois à 27 ans d'un premier mariage raté, il tourna la première page du dossier. L'histoire de l'influenceuse à succès, c'est un mensonge total. Les 32 000 abonnés ont été achetés frauduleusement. Il existe des sites internet qui vendent des paquets de faux abonnés. Elle a dépensé environ 300 € pour ça. Il continua implacablement. Les partenariats qu'elle prétend avoir avec de grandes marques de luxe, inexistants. Son Instagram contient des photos avec des produits qu'elle a elle-même achetés en magasin puis retournés immédiatement après les avoir photographiés. Tout est une mise en scène élaborée. Je sentis un frisson glacé parcourir mon échine douloureusement. Et sa mère, la femme qui aurait soi-disant donné 8 000 € pour le mariage ? Maître Dubois lâcha un rire amer et désabusé. Sa mère est une femme simple qui travaille comme femme de ménage. Elle habite dans un HLM social à Argenteuil. Elle gagne 1200 € par mois net. Elle n'a pas donné un seul euro pour ce mariage somptueux. Il me montra une photo d'identité.
Donc tout l'argent que j'ai donné était le seul argent réel qui est entré dans ce mariage dispendieux. Exactement, monsieur Michel, confirma-t-il gravement, les 21 000 € que vous avez généreusement donnés. Cela fait encore plus mal que ce que j'avais imaginé dans mes pires cauchemars. Pas à cause de l'argent perdu, mais à cause de la manipulation honteuse et calculée. Et j'ai honte de vous dire qu'il y a pire encore, continua Maître Dubois en ouvrant une autre section épaisse du dossier. Audrey est lourdement endetté, très lourdement. Il inclut des relevés bancaires officiels, des captures d'écran de conversation, des documents judiciaires officiels. Elle doit actuellement 34 000 €. Sa voix était grave et professionnelle. Répartie entre 7 cartes de crédit explosées au maximum, 3 prêts personnels non remboursés et des fournisseurs qu'elle n'a jamais payés pour des services rendus. 34 000 € de dette. Et ce n'est toujours pas le pire de l'histoire. Il tourna la page suivante. Audrey a un passé criminel troublant. Il me montra un procès judiciaire officiel datant de 2 ans. Elle a fréquenté un entrepreneur prospère nommé Laurent Mercier, propriétaire d'une chaîne de pharmacie rentable. Homme de 56 ans, veuf, avec des enfants adultes et indépendants. Maître Dubois pointa les lignes surlignées en jaune. Elle a utilisé exactement le même stratagème manipulateur. Elle est tombée enceinte, ou plutôt, elle a prétendu être enceinte. Elle a demandé de l'argent pour le trousseau du bébé, pour la maison, pour des travaux de rénovation urgents. Il a donné 18 000 € sans hésitation. Il frappa du doigt sur le document officiel. Et le bébé n'a jamais existé. Jamais. Maître Dubois continua. Elle a falsifié des preuves médicales en utilisant une application mobile qui créait de fausses échographies très réalistes. Quand il a finalement découvert la supercherie, il a porté plainte pénale contre elle. Elle l'a remboursée à moitié seulement dans un accord extrajudiciaire secret pour éviter la prison ferme pour escroquerie aggravée. Je sentis la nausée monter violemment. Thomas, c'est exactement pareil ? Non. Maître Dubois secoua la tête. Elle a déménagé dans une autre ville, changé de cercle social complet, effacé numériquement toutes ses traces compromettantes. Mais il y a encore une chose, monsieur Michel, et celle-ci va vraiment faire très mal. Il prit son téléphone portable et ouvrit une vidéo. Notre enquêteur privé a réussi à accéder à son téléphone. Ne me demandez surtout pas comment techniquement il a piraté son compte iCloud. Il hésita visiblement. « Voulez-vous vraiment voir ça ? » « Je veux tout voir, répondis-je fermement. Il appuya sur play. C'était une vidéo filmée dans une chambre à coucher intime. Audrey était dos à la caméra, retirant quelque chose de sous sa robe ample. Un faux ventre de grossesse en silicone réaliste. Elle rit cyniquement, le jeta négligemment dans l'armoire et dit directement à la caméra. « J'en ai marre de porter cette merde inconfortable. Mais encore 2 mois et on met la main sur le jackpot final. » « Elle n'est pas enceinte du tout, » confirma Maître Dubois froidement. « Et il y a des enregistrements audio encore pires. » Il lança un fichier audio sur son téléphone. La voix d'Audrey était parfaitement claire et reconnaissable. « Chérie, écoute-moi bien. Ton père retient l'argent, mais je sais qu'il en a beaucoup plus qu'il ne montre. J'ai vu les dossiers dans le tiroir de son bureau. Ce vieux a beaucoup plus d'argent qu'il ne le laisse paraître au quotidien. On doit juste insister un peu plus fort. » La voix incertaine de Thomas. « Et si ça ne marche pas, quel est le plan B, Audrey ?» La voix froide d'Audrey. « Interdiction légale. On falsifie des certificats médicaux psychiatriques. On dit qu'il a Alzheimer, qu'il est sénile, ce genre de trucs médicaux. Comme ça, tu deviens son tuteur légal obligatoire et tu prends absolument tout son patrimoine. » J'arrêtai de respirer complètement. Elle planifiait de me faire interner de force, sous fausse interdiction. « Exactement, » confirma Maître Dubois en éteignant l'audio. « Et il y a plus encore. Elle a un amant régulier. » Il montra plusieurs photos compromettantes. Audrey embrassant passionnément un autre homme, un jeune musclé et tatoué. Un coach sportif nommé Dylan. Il fréquente une salle de sport dans le 13e arrondissement. Elle y va tous les mardis et jeudis après-midi quand Thomas est au travail.
J'analysais toutes les preuves accablantes qu'il avait étalées méticuleusement sur la table. Mensonges systématiques, dettes énormes, escroqueries antérieures, fausses grossesses, trahison conjugale, plan d'interdiction forcée. Audrey n'était pas juste intéressée par l'argent. Elle était une criminelle dangereuse et calculatrice. Et Thomas, il sait quelque chose de tout ça? Rien du tout. Maître Dubois secoua tristement la tête. Votre fils a été complètement manipulé psychologiquement. C'est un cas classique d'abus émotionnel et de manipulation perverse. Elle l'isole de sa famille, crée une dépendance émotionnelle totale et déforme complètement sa réalité. Je dois lui montrer tout ça immédiatement. Il ne vous croira jamais dans l'état actuel, dit Maître Dubois directement. Elle l'a déjà convaincu que vous êtes le problème, l'ennemi. Si vous présentez les preuves maintenant de manière frontale, il pensera que c'est un mensonge, que vous avez tout inventé par jalousie maladive ou par manipulation. Alors, qu'est-ce que je fais concrètement? Il croisa ses doigts sur la table. On attend patiemment le bon moment, et quand il sera vulnérable, quand son masque tombera naturellement, c'est là précisément que vous agissez avec force. Je rassemblai soigneusement toutes les preuves accablantes. Maître Dubois copia absolument tout sur une clé USB, imprima les documents principaux et sauvegarde les vidéos et audios. « Gardez-les comme si c'était de l'or pur, monsieur Michel », m'avertit-il gravement. « Et ne les montrez à absolument personne. Si elle apprend que vous savez la vérité, elle accélérera dangereusement ses plans et quelque chose de pire pourrait arriver à votre fils. » Je sortis de ce cabinet d'avocat avec une sacoche sous le bras et un poids énorme sur la poitrine oppressée. Pendant tout le trajet retour chez moi, je ne cessais de penser obsessivement. Mon fils était en train d'être détruit par cette femme diabolique, financièrement, émotionnellement, et moi, son père aimant, j'étais là à observer impuissant de très loin, bloqué, exclu, invisible. Mais maintenant j'avais des armes redoutables, j'avais toute la vérité. J'avais les preuves irréfutables. Je n'avais plus qu'à attendre patiemment le moment absolument parfait. J'arrivai chez moi, verrouillai toutes les portes à double tour, fermai hermétiquement toutes les rideaux, ouvris la sacoche et relus méthodiquement chaque document officiel. Je revis les vidéos compromettantes. J'écoutais attentivement les fichiers audio et puis, tout au fond de la sacoche, je trouvai quelque chose que Maître Dubois y avait glissé discrètement. Un billet écrit à la main. « Monsieur Michel, Françoise m'a demandé une fois de vous protéger au cas où quelque chose lui arriverait tragiquement. Elle était mon amie précieuse depuis 40 longues années. Je lui ai promis solennellement. Cette information est votre bouclier protecteur. Utilisez-la avec grande sagesse, mais utilisez-la absolument. » Je gardais précieusement ce mot dans ma mémoire, et je pleurais, mais ce n'était plus des larmes de douleur ou de défaite. C'était des larmes de force retrouvées. Parce que maintenant je connaissais toute la vérité cachée, et la vérité au bon moment détruit systématiquement n'importe quel mensonge. Il ne manquait plus qu'une seule chose cruciale, l'opportunité parfaite. Et elle viendrait bientôt, à la porte d'une église. Le jour où mon fils pensait commencer sa nouvelle vie, alors qu'en réalité, il était sur le point de tout voir s'effondrer spectaculairement. 6 mois de silence absolu et pesant. 6 mois sans une seule parole échangée avec mon fils. Jusqu'à ce qu'un mardi soir, à 23 heures précises, mon téléphone sonne dans le silence de la maison. Numéro inconnu. Je répondis à peine, pensant que c'était une publicité automatisée. Mais quelque chose me fit appuyer sur le bouton vert. « Allô ?» Silence de l'autre côté, respiration lourde et hésitante. « Allô ?» répétai-je. « Papa ?» La voix était basse, rauque, presque inaudible. « C'est moi, Thomas. » Mon cœur s'emballa douloureusement. Je m'assis sur le bord de mon lit, agrippant le téléphone de toutes mes forces tremblantes. Mon fils. Il s'arrêta longuement. Le son de quelqu'un qui renifle discrètement. Je sais que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé directement. 6 mois.
Un demi-année complète de blocage, de douleur, d'abandon, et il résumait tout ça avec « très longtemps ». Je t'écoute attentivement, mon fils. Un autre silence, interminable. J'entendais des voix étouffées en arrière-plan. L'une d'elles était définitivement celle d'Audrey. C'est à propos du baptême religieux, le baptême de notre fils, Thomas dit rapidement. C'est dans 3 jours, samedi prochain. 3 jours seulement. Et il me prévenait maintenant, au dernier moment. Audrey, il hésita visiblement. Elle a dit que tu pouvais venir si tu le voulais vraiment. Si je le voulais. Comme si c'était une faveur généreuse de sa part. Pourquoi ce changement soudain d'avis, mon fils? Parce que, il bégaya nerveusement. La famille d'Audrey a demandé où était le père du parrain. Et c'était bizarre et embarrassant d'expliquer que tu ne viendrais pas. Alors elle a pensé qu'il valait mieux t'inviter pour les apparences. Je compris immédiatement tout dans cet instant précis. Ce n'était absolument pas une vraie invitation sincère. C'était une stratégie d'image publique pure. Audrey ne voulait surtout pas être perçue comme la méchante belle-fille qui avait séparé le père de son fils. Elle avait besoin de moi là-bas pour sauver les apparences devant sa famille et les invités. Je comprends parfaitement la situation, respirai-je profondément. Je serai là, mon fils. Vraiment? Il sembla surpris, comme s'il s'attendait à ce que je refuse catégoriquement. Vraiment? Je ne vais pas manquer le baptême de mon unique petit-fils. Ok. Voix était étrange, sans aucune émotion, mécanique et froide. L'église Saint-Joseph dans le 15e, 15 heures précises, samedi. Je serai là sans faute. Papa, Il commença, mais fut brutalement interrompu par une voix féminine agressive en arrière-plan. « Thomas, raccroche immédiatement maintenant !»« Je dois y aller, papa, à samedi. » Et il raccrocha sèchement. Je restais là, tenant le téléphone dans ma main, analysant et traitant toute cette information pendant de longues minutes. 3 jours seulement avant le moment crucial que j'attendais depuis si longs mois. Je me levai d'un bond et allai directement vers l'armoire où je gardais précieusement la sacoche que Maître Dubois m'avait remise. Je pris la clé USB contenant toutes les preuves accablantes, vidéos compromettantes, audios incriminants, documents officiels, photos de l'amant, tout ce qui prouvait qui était réellement Audrey. Mais comment allais-je le dire à Thomas? Il ne m'écouterait jamais volontairement. Si j'arrivais avec des accusations frontales, il me chasserait immédiatement avant même de voir les preuves concrètes. Ça devait être quelque chose qu'il ne pourrait absolument pas ignorer facilement, quelque chose qui l'ouvrirait par pure curiosité, par réflexe automatique. Et soudain, j'eus une idée brillante. Le lendemain matin, je cherchais un technicien en informatique que Maître Dubois avait chaleureusement recommandé. Un jeune d'environ 30 ans, cheveux longs attachés, lunettes épaisses. « Monsieur Michel ?» Il me salua à la porte de son petit bureau encombré. « Maître Dubois m'a appelé. Il m'a dit que vous aviez besoin d'un service très délicat et confidentiel. J'ai besoin de transférer des fichiers sur le téléphone de mon fils, mais d'une manière très spécifique qu'il ne puisse les ouvrir qu'à un horaire précis et prédéterminé. » Il se gratta le menton pensivement. « Message programmé avec pièces jointes protégées. Je peux faire ça techniquement, mais je vais avoir besoin d'un accès à son appareil ou à ses identifiants cloud. » Je sortis une vieille photo de ma sacoche. Thomas, encore adolescent, avec un chien bâtard que nous avions eu pendant des années. Le nom du chien était Mocha, expliquai-je. Mon fils a toujours utilisé des mots de passe sentimentaux liés à lui. Mocha 2010, Mocha 123, des variations comme ça. Il a toujours été très sentimental avec ses codes. Le jeune technicien sourit avec confiance. Je vais essayer immédiatement. Je lui donnai le numéro de portable et l'adresse e-mail de Thomas. Il commença à taper frénétiquement sur son clavier. Il tenta 5 ou 6 combinaisons différentes. À la 7e tentative, il réussit. « J'ai accès à son iCloud », s'exclama-t-il victorieusement. « Maintenant, je dois juste programmer le message pour qu'il se déclenche automatiquement. » Je lui tendis la clé USB. Je veux qu'il reçoive absolument tout ça samedi à 15h10 précise, 10 minutes après le début officiel de la cérémonie du baptême. Aucun problème du tout. Il travailla pendant 40 longues minutes, créant minutieusement un message qui resterait complètement invisible jusqu'à l'horaire programmé.
Donc samedi, à exactement 15h10, une notification va apparaître sur son téléphone portable. Quand il l'ouvrira, il aura accès immédiat à un dossier complet avec tous vos fichiers. Il me garantit professionnellement. Il ne pourra pas l'effacer avant d'avoir vu au moins une partie substantielle du contenu. Le message s'ouvrira automatiquement en plein écran. Je payais 950 € en espèces. Il me garantit un sigillo absolu garanti sur l'honneur. Je retournais chez moi, le cœur battant à 100 à l'heure. Tout était parfaitement prêt maintenant. Samedi arriva beaucoup plus vite que je ne l'avais imaginé possible. Je me réveillai à 6 heures du matin précise. Je pris une douche longue et méticuleuse. Je passai 2 heures entières à me préparer soigneusement. Je mis mon meilleur costume bleu marine que j'avais acheté spécialement. J'allai chez le coiffeur professionnel, cheveux coupés impeccablement, barbe taillée au millimètre, eau de Cologne légère et élégante. Je me regardais dans le miroir de l'entrée avant de partir. J'avais l'air d'un père heureux se rendant au baptême de son petit-fils. Mais à l'intérieur, j'étais un stratège militaire partant en guerre décisive. Je pris un taxi. Le chauffeur était un monsieur sympathique qui tenta de faire la conversation amicale sur le baptême. Je feignis de l'enthousiasme poli. Quand nous arrivâmes devant l'imposante église, mon estomac se noua violemment. C'était magnifique. Des fleurs blanches partout, des tapis rouges luxueux à l'entrée, des invités élégants arrivant dans des voitures allemandes importées. Je vis Audrey de loin, donnant des instructions autoritaires aux photographes professionnels. Elle portait une robe de cérémonie ostentatoire, pleine de paillettes brillantes. Ça avait dû coûter une petite fortune, probablement ma fortune personnelle. Je commençai à monter lentement les marches de l'église, et c'est là que Thomas apparut soudainement dans l'embrasure de la porte. C'est à ce moment précis que tout ce que j'avais planifié, tout ce que j'avais répété mentalement, tout ce à quoi j'avais pensé dire, disparut complètement. Il bloqua physiquement mon chemin. 2 agents de sécurité en costume noir se tenaient derrière lui, bras croisés. Et j'entendis ces mots terribles qui me hanteront probablement pour toujours. « Papa, tu es jetable pour nous. Nous n'avons plus besoin de toi dans nos vies. S'il te plaît, pars d'ici maintenant. » Je regardai dans les yeux de mon fils unique et je vis un parfait étranger. « D'accord, mon fils. » Ma voix sortit calme, posée, digne. Mais n'oublie surtout pas de vérifier ton téléphone dans exactement 10 minutes. La confusion passa sur son visage, mais je descendais déjà les marches. Tête haute, posture impeccable, exactement comme mon père me l'avait appris dans ma jeunesse. Je montai dans le taxi qui m'attendait, moteur en marche. Je fermai la portière, et ce fut seulement à ce moment, quand la voiture commença à s'éloigner de cette belle église et de ce fils que je ne reconnaissais plus du tout, qu'une larme unique coula. Mais ce n'était pas une larme de défaite ou de capitulation. C'était la larme de quelqu'un qui venait de poser sa bombe à retardement. Parce que dans exactement 10 minutes, quand mon fils ouvrirait ce téléphone programmé, tout ce qu'Audrey avait construit sur des mensonges s'effondrerait comme un château de cartes fragiles. Et je n'aurais même pas besoin de prononcer un seul mot. La vérité parlerait puissamment pour moi. Et quand la vérité crie, aucun mensonge ne résiste, aucune manipulation ne survit, aucun manipulateur n'échappe. J'arrivai chez moi à exactement 15h05. 5 minutes avant l'explosion programmée de la bombe. Je m'assis sur le canapé du salon, un verre d'eau tremblant dans ma main. Mes doigts tremblaient incontrôlablement. Je regardais fixement l'horloge murale. Chaque seconde semblait durer une éternité angoissante. 15h10. À cet instant précis, à quelques kilomètres de là, dans cette église remplie de fleurs blanches, immaculées, et de mensonges dorés, mon fils ouvrit son téléphone portable. Ce qui se passa dans l'église, selon ce qui fut rapporté plus tard par plusieurs témoins choqués, Thomas se tenait à côté d'Audrey devant l'autel sacré. Le prêtre commençait solennellement la cérémonie de baptême. Les témoins alignés, les photographes positionnés stratégiquement. Le téléphone vibra intensément dans la poche intérieure de sa veste de costume. Il tenta d'ignorer, mais il vibra encore, et encore, et encore, sans arrêt. Audrey lui lança un regard furieux et irrité.
Le prêtre s'arrêta, visiblement gêné par l'interruption. « Désolé, » murmura Thomas en sortant précipitamment l'appareil de sa poche. L'écran s'illumina tout seul. Une notification énorme, impossible à ignorer. Message urgent de Michel. Ouvrez immédiatement maintenant. Il fronça les sourcils, perplexe. Il toucha la notification. L'écran devint noir pendant 2 secondes angoissantes. Puis un dossier s'ouvrit automatiquement. La première chose qui apparut, une vidéo. Thomas appuya machinalement sur play sans réfléchir. C'était Audrey, dans leur chambre conjugale, retirant son faux ventre de grossesse en silicone, riant cyniquement, le jetant négligemment dans l'armoire. « J'en ai marre de porter cette merde, mais encore 2 mois et on met la main sur le jackpot. » Le sang de Thomas se glaça instantanément. Il regarda Audrey. Elle était de profil, souriant pour les caméras professionnelles, ajustant délicatement son voile. Il retourna regarder l'écran de son téléphone, incrédule. Il fit défiler vers le bas. Il y avait des dizaines d'audios. Il pressa le premier fichier. Volume bas mais audible. Voix d'Audrey. « Chérie, écoute-moi bien. Ton père retient l'argent de l'héritage, mais je sais qu'il en a beaucoup caché. J'ai vu les dossiers dans le tiroir. Ce vieux sénile a beaucoup plus d'argent qu'il ne montre. » Mais sa propre voix enregistrée. « Quel est le plan B, Audrey ?» La voix glaciale d'Audrey, interdiction judiciaire. On fait établir de faux certificats médicaux. On dit qu'il a Alzheimer sévère, qu'il est sénile, ce genre de diagnostic. Comme ça, tu deviens son tuteur légal et tu prends absolument tout. Ses mains commencèrent à trembler violemment. Il continua à faire défiler frénétiquement. Photos compromettantes. Audrey embrassant passionnément un autre homme dans le parking d'un motel. Les dates et horaires indiqués méthodiquement. Tous les mardis et jeudis après-midi pendant qu'il travaillait durement. Document judiciaire officiel. Un procès d'il y a 2 ans. Fraude et escroquerie. Victime. Laurent Mercier. Accusé. Audrey Beaumont. Détail. Fausse grossesse, extorsion de fonds, relevé de dette, 34 000 € à son nom. Certificats médicaux de grossesse falsifiés créés par application. Et finalement, une vidéo message enregistrée par son père. Michel apparut, assis dans le salon familier. Son visage était fatigué, marqué, mais ferme et déterminé. « Mon fils, j'ai toujours su la vérité. J'ai toujours espéré que tu la découvrirais par toi-même. Mais puisqu'on m'a exclu complètement de ta vie, je ne pouvais pas laisser cette femme détruire tout ce que ta mère et moi avons construit pour toi avec tant de sacrifices. Le testament de ta mère est chez Maître Dubois. Là-dedans, tu découvriras que tout a toujours été pour toi. L'usine, la maison, les investissements. 1520 000 € de patrimoine. Ta mère les a laissés entre mes mains jusqu'à ce que tu sois prêt. Mais cette femme à tes côtés ne t'aime pas, mon fils. Elle ne t'a jamais aimé. Et le bébé qu'elle porte n'existe pas du tout. Tu mérites la vérité. Et la vérité, c'est que je ne t'ai jamais abandonné, même quand tu m'as bloqué, même quand tu m'as chassé de l'église aujourd'hui. Ton père qui ne renoncera jamais à toi. » La vidéo se termina. Thomas resta paralysé, le téléphone tremblant dangereusement dans sa main glacée. Le prêtre tenta de continuer maladroitement. « Alors, si quelqu'un connaît un empêchement, j'en connais un !» hurla Thomas soudainement. Toute l'église plongea dans un silence de mort absolue. Audrey se retourna, terrifiée. « Chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Thomas tourna l'écran du téléphone vers elle. La vidéo d'elle retirant le faux ventre était en train de boucler. La couleur disparut complètement du visage d'Audrey. « Thomas, je peux tout expliquer raisonnablement. Tu es enceinte ?» Sa voix sortit tremblante mais ferme. « Tu es vraiment enceinte de notre enfant ?» Elle ouvrit la bouche, la referma, tenta de sourire nerveusement. « Chérie, c'est un montage vidéo. Quelqu'un a falsifié. Soulève ta robe maintenant !» Il cria de toutes ses forces. Les invités commencèrent à murmurer bruyamment. Les téléphones portables s'allumèrent partout. Les gens filmaient la scène. « Thomas, ne fais pas de scandale ici publiquement !» supplia Audrey. « Soulève cette robe immédiatement !» Le témoin Julien s'approcha prudemment. « Thomas, calme-toi, mec. Écarte-toi de mon chemin. » Thomas repoussa violemment son ami et lança un regard de fureur absolue vers Audrey, une rage qu'il ne savait même pas posséder.
Tu n'es pas enceinte, tu ne l'as jamais été une seule seconde. Audrey commença à reculer lentement vers la sortie latérale. Tu es complètement fou en ce moment. Et tu planifiais de faire interner mon père de force. Il fit un pas menaçant vers elle. Pour voler son argent, pour voler mon héritage familial. La mère d'Audrey se leva précipitamment de la première rangée. Thomas, mon fils, tu confonds tout gravement. Vous qui travaillez comme femme de ménage, il se tourna brusquement vers elle. Vous gagnez 1200 € par mois. Vous n'avez jamais donné 8000 € pour ce mariage. La femme pâlit dramatiquement. Audrey tenta désespérément de fuir, mais Thomas attrapa fermement son voile de cérémonie. « Tu m'as utilisé complètement. » Sa voix se brisa douloureusement. « Tu m'as séparé de mon père. Tu m'as fait le bloquer. Tu m'as fait croire qu'il était le problème, le manipulateur. » « Thomas, s'il te plaît, je t'en supplie. » Audrey commença à pleurer théâtralement. « Je t'aime tellement, tu ne comprends pas? Tu aimes mon argent uniquement. » Il arracha brutalement le voile de sa tête. « Et tu m'as trahi avec Dylan, le coach sportif de la salle, tous les mardis et jeudis. » Un des témoins masculins eut un haut-le-cœur audible. Le personal trainer musclé. L'église plongea dans le chaos total. Les gens se levaient, criaient, s'indignaient. Audrey essayait désespérément de s'expliquer. Sa mère tentait vainement de calmer les esprits, et les photographes filmaient absolument tout pour la postérité. Thomas jeta violemment le téléphone par terre et sortit en courant. Il se faufila entre les invités choqués, passa devant les agents de sécurité stupéfaits, dévala les marches de l'église 4x4. Il monta dans sa voiture et démarra en trombe. Il conduisit en mode automatique complet, les larmes brouillant dangereusement sa vision. 20 minutes plus tard, il sonna frénétiquement à ma porte. Quand j'entendis la sonnette insistante, mon cœur s'arrêta net. J'ouvris la porte très lentement, prudemment. Thomas était là, costume froissé et taché, cravate de travers, visage rouge écarlate de tant pleurer. Il me regarda intensément et s'effondra complètement. Il tomba à genoux devant moi, sanglotant comme un enfant brisé, agrippant désespérément mes jambes. « Papa, papa, pardonne-moi, s'il te plaît. » Il pleurait de manière déchirante. « Pardonne-moi, papa, je t'en supplie. » Je m'agenouillai immédiatement avec lui sur le sol froid. J'enlaçai mon fils contre ma poitrine, exactement comme je le faisais quand il avait 5 ans, et tombait de vélo. « C'est bon maintenant, mon fils. Tout va bien maintenant. » « Non, rien ne va bien du tout, » il cria entre ses sanglots incontrôlables. « Je t'ai bloqué méchamment, je t'ai chassé honteusement de l'église, j'ai cru en elle plutôt qu'en toi. Tu as été manipulé psychologiquement, mon fils. Ce n'était pas ta faute. »« Si, c'était entièrement ma faute, » il murmura entre ses larmes. « J'ai choisi son camp. J'ai choisi le mauvais camp et j'ai failli te perdre pour toujours, papa. » Je tins fermement son visage entre mes 2 mains. « Mais tu ne m'as pas perdu définitivement. Je suis encore ici, vivant. Je suis toujours ton père. » Il m'étreignit si fort que ça me fit physiquement mal. Mais c'était une douleur merveilleuse, la douleur de retrouver enfin mon fils perdu. Nous restâmes là, assis par terre dans l'entrée de la maison, pleurant ensemble pendant ce qui sembla une éternité bénie. Quand nous réussîmes finalement à nous relever, nous nous assîmes épuisés sur le vieux canapé familier. Thomas essuya ses yeux rougis. « Papa, ce que la vidéo disait sur l'héritage de maman, c'est vraiment vrai ? » ?»« Oui, c'est l'entière vérité. » Je respirai profondément. « Ta mère a laissé l'usine, la maison, tous les investissements. La moitié est pour toi automatiquement. Ça a toujours été ainsi depuis sa mort. Elle m'a juste demandé d'attendre patiemment que tu sois vraiment mature et prêt. » Thomas secoua la tête, incrédule et horrifié. « Et moi ? J'ai essayé de te prendre de force la maison. J'ai tenté de t'obliger à signer ces papiers empoisonnés. Tu ne savais pas la vérité, mon fils. Elle t'avait complètement aveuglé. J'aurais dû m'en rendre compte bien avant. » Il mit ses mains sur son visage, désespéré. Tous les signaux d'alarme étaient là, criant, et je les ai tous ignorés systématiquement. Pourquoi, papa ? Parce que tu étais seul et vulnérable, je complétais doucement.
parce que tu voulais désespérément être aimé. Il se couvrit le visage de ses mains, parce que j'étais un lâche pathétique. Ce que je ne savais pas, à ce moment précis, c'est qu'Audrey tenterait de porter un dernier coup désespéré. 3 semaines plus tard, la police frappa à ma porte avec un mandat d'arrêt contre elle pour fraude aggravée, falsification et usage de faux documents, tentative d'extorsion et abus de confiance. Mais ça, mes chers amis, c'est le début d'un nouveau chapitre. Épilogue. 1 an plus tard. 1 an après ces événements dramatiques, j'étais assis paisiblement sur la terrasse de ma maison, cette même maison que j'avais failli perdre stupidement. Je regardais le jardin verdoyant. Le soleil de l'après-midi de ce dimanche parfait illuminait les arbres que Françoise avait plantés il y a 20 ans avec tant d'amour. L'odeur délicieuse de barbecue venait du fond du jardin, où Thomas s'occupait attentivement de la grille. « Papa !» cria-t-il joyeusement, « la viande est parfaitement à point maintenant. J'arrive tout de suite, mon fils. » Je me levai lentement. 69 ans pesaient un peu plus lourd sur les jambes fatiguées, mais mon cœur était léger comme une plume. J'allai jusqu'au jardin et vis la scène bénie que je pensais ne plus jamais revoir. Mon fils, souriant véritablement, authentiquement. Pas ce sourire forcé et faux de l'époque maudite d'Audrey, mais un sourire large et sincère qui illuminait ses yeux brillants. À côté de lui se tenait Émilie. Ils s'étaient rencontrés il y a 8 mois. Elle travaillait au département financier de l'usine familiale, la même usine que Thomas administrait maintenant avec moi en partenariat père-fils. Émilie avait 38 ans, 2 filles d'un premier mariage, des cheveux naturellement bouclés et une façon directe de parler qui m'avait conquis immédiatement lors de notre premier déjeuner dominical. Pas de maquillage excessif, pas de talons de 12 centimètres, pas de photos posées artificiellement pour Instagram, juste une femme réelle avec une vie réelle, des problèmes réels et un amour véritable. « Michel, laissez-moi vous aider avec cette salade !» Émilie vint me rejoindre en souriant chaleureusement. « Merci beaucoup, ma fille. » Ma fille, c'est ainsi que je l'appelais maintenant naturellement, parce que c'était exactement ce qu'elle était devenue. La fille que je n'avais jamais eue, le cadeau précieux que la vie m'avait offert après tant de souffrances. Ces 2 filles, Léa et Clara de 10 ans, jouaient joyeusement sur la balançoire que Thomas avait installée le mois dernier dans le jardin. L'air se remplissait de leur rire cristallin d'enfants heureux. « Grand-père, ta mayonnaise maison est la meilleure du monde entier !» cria Léa, le visage barbouillé jusqu'aux oreilles. « Grand-père !» Mon cœur se remplit d'une joie immense. Parce que même sans lien de sang direct, ces enfants m'appelaient ainsi naturellement, et j'étais leur grand-père avec la même intensité profonde que je l'aurais été pour un petit-fils biologique. Après le déjeuner familial délicieux, pendant qu'Émilie aidait patiemment les filles à se laver les mains, Thomas s'assit à mes côtés sur la terrasse ombragée. « Papa, j'ai besoin de te dire quelque chose d'important. » Je le regardais attentivement. L'avocat d'Audrey a appelé hier après-midi. Je sentis une crispation désagréable dans mon estomac. Même après 1 an complet, son nom seul provoquait encore cet effet douloureux. Qu'est-ce qu'il voulait exactement? Elle est en prison depuis 9 mois maintenant. Thomas fixa ses mains. Condamné à 3 ans et demi ferme pour fraude aggravée, falsification et usage de documents falsifiés, tentative d'extorsion de fonds. Et maintenant, elle veut que j'écrive une lettre officielle au juge pour demander une réduction de peine pour bonne conduite. Et tu vas l'écrire? Il respira profondément, longuement. Non, absolument pas. Sa voix sortit ferme et assurée. J'ai passé 1 année entière en thérapie intensive pour comprendre que j'avais été victime d'abus psychologiques graves, qu'elle m'avait manipulé, isolé, et qu'elle avait failli me faire te perdre définitivement. Il me regarda droit dans les yeux avec détermination. Pardonner ne signifie pas oublier le mal causé, ni devenir complice. J'ai pardonné pour ma propre paix intérieure, mais je ne serai jamais complice de ces crimes. Je saisis fermement sa main avec émotion. Ta mère serait incroyablement fière de l'homme que tu es devenu, mon fils. J'aurais tellement aimé qu'elle soit là pour voir tout ça. Elle voit tout, je pointai le ciel bleu. J'en suis absolument certain.
À ce moment précis, Émilie apparut dans l'embrasure de la porte-fenêtre. « Thomas, chéri, les filles veulent que tu leur racontes l'histoire du dragon courageux avant la sieste. J'arrive immédiatement. » Il se leva, mais avant de partir rejoindre sa nouvelle famille, il m'étreignit longuement. « Je t'aime tellement, papa. »« Je t'aime aussi, mon fils unique. » Je restai seul sur la terrasse quelques minutes supplémentaires dans un silence paisible. Je pris mon téléphone et ouvris la galerie de photos. Il y avait une photo récente magnifique. Thomas, Émilie, les deux filles et moi, prises lors d'un barbecue exactement comme celui d'aujourd'hui. Tout le monde souriait, vraiment, authentiquement. Je sauvegardai cette photo et la mis comme fond d'écran principal. Puis j'ouvris un ancien dossier poussiéreux. Photo d'il y a 1 an exactement. Thomas et Audrey, sourires forcés et faux, pose répétée mécaniquement, le vide déguisé en bonheur factice. Je supprimai définitivement le dossier entier. « Êtes-vous sûr ?» demanda le téléphone. « Oui, j'en suis absolument certain. » Je confirmai. Et ce fut libérateur. Cette nuit-là, après que tout le monde fut reparti chez eux heureux, je m'assis tranquillement sur le canapé du salon avec une tasse de thé fumant. La maison était silencieuse, mais c'était un type différent de silence. Ce n'était plus le silence terrible de la solitude dévastatrice, mais le silence, reposant après une journée bien remplie d'amour. Je regardais la photo encadrée de Françoise sur l'étagère. « J'ai réussi, mon amour éternel », murmurai-je doucement. « J'ai protégé notre fils exactement comme tu me l'avais demandé sur ton lit de mort. » Et je jure solennellement que je sentis une douce brise traverser mystérieusement le salon, même avec toutes les fenêtres hermétiquement fermées. Je pris mon carnet intime, celui où j'avais commencé à écrire cette histoire il y a 6 mois, encouragé par ma thérapeute bienveillante. J'écrivis la dernière ligne avec émotion. J'ai appris que l'amour véritable d'un père ne signifie pas être un paillasson, mais être une forteresse solide. Et les forteresses savent quand ouvrir leurs portes et quand laisser les ennemis dehors définitivement. J'ai appris que le pardon ne signifie pas accepter l'inacceptable, que la famille n'est pas celle qui partage le sang, mais celle qui partage le respect mutuel. Et surtout, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer à zéro, même à 68 ans, même après avoir tout perdu, tant qu'il reste de l'amour véritable, il y a toujours un chemin de retour vers la maison. Je fermai le carnet définitivement. Et pour la première fois en 2 longues années, depuis que Françoise était partie, je dormis dans une paix absolue et complète. 3 ans plus tard, scène finale. L'usine portait maintenant fièrement son nom sur la façade principale, Industrie Moreau et Fils, depuis 1989. Thomas était dans son bureau directoriel, révisant attentivement des contrats importants. Quelqu'un frappa doucement à la porte. « Entrez !» C'était moi, tenant une boîte dans mes mains. « Je t'ai apporté ta tarte aux pommes préférée, celle de ta mère. Papa, tu vas me tuer avec le diabète. » Il rit sincèrement, mais mordait déjà dedans avec gourmandise. Je m'assis confortablement dans la chaise face à son bureau imposant. « Tu sais ce que ta mère disait toujours avec sagesse ? » « Quoi exactement ? » « Que l'héritage n'est pas ce que tu laisses derrière toi matériellement. C'est comment tu enseignes à quelqu'un à prendre soin de ce que tu as construit avec amour. » Je souris tendrement. « Et tu as vraiment appris cette leçon, mon fils. Tu l'as parfaitement apprise. » Il arrêta de mâcher. Ses yeux se mouillèrent de larmes. « Merci de ne jamais avoir abandonné, papa. Les pères n'abandonnent jamais leurs enfants. » Je me levai et embrassai affectueusement son front. Ils attendent juste patiemment le moment parfait pour agir avec sagesse. Je sortis du bureau et regardai en arrière une dernière fois. Mon fils aux commandes de l'entreprise familiale, fort, guéri, entier, heureux. Et moi, l'homme qui avait failli tout perdre tragiquement, mais qui avait récupéré ce qui importait vraiment au final. Pas l'argent matériel, pas la maison, pas l'héritage financier, mais l'amour inconditionnel de mon fils unique. Et ça, mes chers amis, ça n'a absolument pas de prix. Si cette histoire a touché profondément votre cœur, si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire ou connaissez quelqu'un qui l'a vécu, laissez un commentaire.
Dites-nous d'où vous regardez cette vidéo et répondez-moi sincèrement. Auriez-vous eu la même force et patience que Michel ou auriez-vous abandonné en chemin? Cette histoire est un rappel puissant que la dignité n'est jamais négociable, que le respect ne s'impose pas par la force et que l'amour véritable résiste à absolument toutes les tempêtes de la vie. Mettez un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines histoires inspirantes. Parce qu'ici, nous ne racontons pas juste des histoires fictives. Nous racontons la vraie vie, avec ses épreuves, ses trahisons, mais aussi ses rédemptions magnifiques. Un grand câlin à votre cœur et souvenez-vous toujours, vous êtes beaucoup plus fort que vous ne l'imaginez. À très bientôt pour la prochaine histoire, mes chers amis. Is this path not it? Mm-mm. Oh. That's good. Oh God. Wait, what? What? What is the Empress? What? What is that? What is what? The Empress? Is that a sword? I don't know. I guess so. Hmm. It's possible. Hey, Silver's here. The fuck was the point of this? It's a little creepy. It looks like there's a purpose there, and I don't know what it is. Can I go in it? No? What have I just done? Good. Yeah, I was trying to upgrade my... Well, I don't know what I've done. It's okay. I think we've missed it. I was... Oh? Seems like it. We jumped over 2 barricades. I feel like we might have, yeah. It was like the first area. Yeah, we're already out. We missed it. That was the very first area we were searching in. Beautiful weather. Oh, this must be the place. We could probably go back in. No. No, you can't. Wide. Jump where? Into the trash. One day I'm gonna do this and end up landing on a bag of rusty knives. I just know it. Oh my god. Ow. Are you there? Yeah, man. You okay? I'm above ground and still in one piece. Oh, good. Now listen, you'll need the key card to the substation. Otherwise, there'll be no power to the antenna. Okay, where do I get this card? You'll have to search the What containers. the fuck? It'll be in one of them. Would I have to search the place? You mean the card might not even be here? No, it's there, mate. It's just the last guy who tried to do something like this made it to one of the containers before we, lost contact with him. Uh-oh. Oh. That's great.
Nice. Mhm.